Saint-Malo n'est pas une ville. C'est un bloc de granit posé face à l'Atlantique, une forteresse qui respire au rythme des marées. Ici, l'eau ne monte pas, elle envahit. Elle découvre des kilomètres de grève, puis revient comme une armée silencieuse, léchant les quais, cognant contre les digues, faisant grincer les amarres, l'air sent le varech, le goudron chaud, la corde humide, et dans les ruelles étroites, entre les maisons hautes, on entend depuis des siècles la même musique. Le claquement des voiles on plie, le choc des barriques qu'on roule, les jurons des hommes qui vivent avec le vent comme patron. Dans ce décor naît Robert Surcouf, le 12 décembre 1773, un enfant de Saint-Malo, donc un enfant d'un monde où la mer n'est pas un horizon romantique, mais une comptabilité quotidienne. On part, on revient ou on ne revient pas. Saint-Malo a une mémoire longue et elle est corsaire. Duguay-Trouin, Surcouf l'entendra comme on entend un nom de famille, un modèle, une preuve que l'on peut être à la fois marchand et guerrier, patriote et prédateur, légal et redouté. La course ici n'est pas un mot de roman, c'est une institution. Une manière de faire la guerre sans être la marine royale, de frapper l'ennemi là où il est vulnérable, dans ses cargaisons, ses assurances, ses profits. Le jeune Surcouf grandit dans une société où le papier compte autant que le canon. On arme un navire comme on monte une entreprise, des investisseurs, des contrats, des parts, des promesses, et surtout ce sésame qui transforme un acte de violence en acte de guerre, la lettre de marque. Sans elle, on est pirate, avec elle, on est corsaire. La différence tient à une signature, à un sceau, à une date, une feuille qui peut enrichir un équipage, ou le mener à la potence si elle est contestée, périmée, mal rédigée, ou si l'on a capturé le mauvais pavillon, au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans les années 1770 et 1780, la France et l'Angleterre se regardent comme deux boxeurs qui ne quittent jamais le ring. Les guerres se succèdent, les traités aussi, mais la rivalité reste. Et Saint-Malo vit de cette rivalité. Les armateurs malouins connaissent les routes, les saisons, les vents dominants, les courants. Ils savent où passent les convois, où les navires marchands se croient en sécurité, où l'on peut se cacher derrière une île, une pointe, une brume. Ils savent aussi que la mer n'est pas seulement une carte, c'est une discipline. Un navire, c'est une machine fragile, une coque qui travaille, des voiles qui se déchirent, des mâts qui cassent, des hommes qui tombent malades, qui se battent, qui désertent. Surcouf, très tôt, est tapé par ce monde. Il n'est pas le seul. À Saint-Malo, on apprend la mer comme ailleurs. On apprend un métier d'atelier. On commence petit, on observe, on obéit, on grimpe. La hiérarchie est rude, la violence ordinaire. Sur un pont, un ordre n'est pas une suggestion. C'est une question de vie ou de mort. Un riz mal pris, une manœuvre ratée, et le navire peut perdre un mât, dériver sur des rochers, se faire surprendre par un grain. La mer ne pardonne pas. Les hommes non plus. Quand Surcouf embarque jeune, il entre dans une école sans tableau noir, où l'on apprend avec les mains, les yeux, les muscles. On apprend à lire le ciel, la couleur d'un nuage, la ligne d'une houle, l'odeur d'une pluie. On apprend à lire les hommes, qui tient l'alcool, qui tient la peur, qui tient la fatigue. On apprend à lire les papiers, le rôle d'équipage, les manifestes de cargaison, les passeports maritimes, les certificats qui disent qui l'on est, d'où l'on vient, ce que l'on transporte. Et l'on apprend surtout une vérité simple. La mer est un espace immense, mais la guerre y est une affaire de détail. La fin du XVIIIe siècle est un moment où les routes lointaines deviennent des artères vitales. L'Europe consomme du sucre, du café, des épices, du coton, des indiennes. Les fortunes se font sur des cargaisons qui traversent des océans. Et l'océan Indien, justement, est l'un des grands théâtres de cette économie mondiale. Là-bas, l'Angleterre a un monstre administratif et commercial, la Compagnie des Indes orientales. Des navires énormes, lourdement chargés, parfois armés, qui transportent des marchandises et des passagers, qui relient l'Inde, l'Asie, l'Europe. Les frapper, c'est frapper le cœur du commerce britannique. Mais pour les frapper, il faut être loin, très loin. Il faut quitter l'Atlantique, descendre vers les tropiques, contourner l'Afrique, affronter le cap de Bonne-Espérance, puis entrer dans un monde de moussons, de cyclones, de récifs, de ports rares et de distances qui avalent les hommes. Surcouf part vers ce monde dans les années 1790, au moment même où la France bascule dans la Révolution. Et ce basculement change tout. Les pavillons changent, les serments changent, les administrations se réorganisent, les guerres se multiplient. La mer, elle, continue, mais les règles deviennent plus floues, plus contestées. Les ports sont surveillés, les blocus se dessinent, les prises sont discutées devant des tribunaux. La frontière entre le légal et l'illégal devient mouvante, comme une ligne de côte à marée montante.
Dans ce contexte, un marin ambitieux peut se faire un nom ou se brûler. Surcouf n'est pas un officier de salon. Il appartient à cette catégorie d'hommes qui comprennent que la mer récompense l'audace, mais seulement si elle est calculée. Il faut savoir quand attaquer, quand fuir, quand se cacher. Il faut savoir choisir sa proie. Un navire marchand isolé, lourd, mal armé, c'est une promesse. Un convoi escorté, c'est un piège. Et il faut savoir que la victoire ne se joue pas seulement au moment de l'abordage. Elle se joue ensuite dans les papiers saisis, dans les témoignages, dans les procès-verbaux, dans les jugements de prise. Un combat peut être gagné sur le pont et perdu au tribunal. Le voyage vers l'océan Indien, à cette époque, est une épreuve en soi, des semaines de mer, parfois des mois. La chaleur qui écrase les hommes sous les tropiques, puis le froid humide des latitudes australes, le scorbut qui guette si l'on manque de vivres frais, les rations monotones, biscuits durs, viande salée, eau qui croupit dans les barriques, les maladies qui se propagent dans l'entrepont, les disputes, les coups, la discipline qui tient l'équipage comme une corde tendue, et au milieu de tout cela, la navigation, les calculs, les relèvements, les erreurs possibles. Un degré de latitude mal estimé et l'on rate une île, un port, une chance de se ravitailler. Quand on arrive enfin dans l'orbite de l'île de France, l'actuelle île Maurice, on entre dans un autre univers français. Un avant-poste, une base, un refuge. Un lieu où l'on répare, où l'on recrute, où l'on vend, où l'on complote. L'île de France est stratégique. Elle permet de frapper les routes britanniques dans l'océan Indien, de harceler le commerce, de capturer des navires, de les ramener, de les juger, de les revendre. Mais c'est aussi un endroit où l'autorité est loin, où les gouverneurs doivent composer avec les armateurs, les capitaines, les intérêts privés. La guerre y est une économie violente. Surcouf se forme dans cette zone grise. Il apprend que la course n'est pas seulement une affaire de bravoure, c'est une affaire de réseau. Il faut des informations. Quels navires sont partis de Calcutta, de Madras, de Bombay? Quels autres remontent vers le Cap? Quels convois sont attendus? Quelles escortes sont disponibles? Il faut des informateurs dans les ports, des correspondants, des hommes qui lisent les gazettes, qui écoutent les rumeurs, qui savent interpréter un retard, une absence, une arrivée inattendue. Le renseignement, à l'époque, n'a pas de bureau officiel. Il a des tavernes, des quais, des comptoirs, des lettres privées. Et il a de l'argent. Il faut aussi des navires adaptés. La course demande de la vitesse. Un corsaire n'est pas un vaisseau de ligne. Il ne cherche pas à tenir une bataille rangée. Il cherche à surprendre, à rattraper, à couper la route, à se présenter sous un pavillon trompeur jusqu'au dernier moment, puis à révéler ses intentions quand il est trop tard pour fuir. Il faut des voiles bien taillées, une coque propre, un équipage entraîné et des canons suffisants pour imposer la reddition sans se faire détruire. Car un navire marchand peut être armé, et certains, surtout ceux de la Compagnie des Indes, ressemblent à des forteresses flottantes. Dans ces années-là, Surcouf commence à se faire remarquer, pas seulement par ses prises, mais par son tempérament. Il a la réputation d'être exigeant, dur, précis, un homme qui veut commander. Et commander en mer, c'est accepter d'être haï autant que respecté. Un capitaine corsaire doit tenir des hommes qui ne sont pas des soldats réguliers. Ce sont des marins attirés par le gain, par l'aventure, par la promesse d'une part de prise. Ils peuvent être courageux, mais ils peuvent aussi être indisciplinés, querelleurs, opportunistes. Ils suivent tant que la chance sourit, ils contestent quand elle tourne. Et puis il y a l'État. La France révolutionnaire, puis bientôt la France en guerre permanente, a besoin de corsaires. Mais elle se méfie d'eux, parce qu'ils sont privés, parce qu'ils enrichissent des armateurs, parce qu'ils peuvent devenir incontrôlables, parce qu'ils naviguent avec des papiers qui peuvent être contestés, parce qu'ils opèrent loin, très loin, là où les ordres mettent des mois à arriver, là où un gouverneur doit improviser, là où un capitaine peut toujours dire « je n'avais pas le choix ». Les frictions commencent tôt, elles naissent de cette tension permanente. Servir la nation, oui, mais selon ses propres règles. La course est une guerre autorisée, mais elle reste une guerre intéressée. On ne capture pas seulement pour affaiblir l'ennemi, on capture pour vendre la cargaison, pour partager le produit, pour payer l'équipage, pour rembourser les investisseurs, pour s'enrichir, et chaque prise déclenche une chaîne de papier, inventaire, estimation, dépôt, jugement. Un navire capturé n'est pas un trophée tant qu'un tribunal ne l'a pas déclaré bonne prise. Sans ce jugement, tout peut s'effondrer. Les assureurs contestent, les neutres protestent, les autorités locales hésitent, les ennemis menacent de représailles. Surcouf dans ce monde apprend à jouer serré. Il apprend à être à la fois marin et juriste de fortune, à comprendre ce que valent les documents trouvés à bord d'un navire capturé. Un manifeste de cargaison peut prouver qu'on transporte des marchandises ennemies.
Un passeport peut révéler une fraude. Une lettre privée peut indiquer une destination réelle. Tout est utile, tout se monnaie, tout se retourne. Et pendant ce temps, la mer continue de tuer. Les cyclones de l'océan Indien ne ressemblent pas aux tempêtes de l'Atlantique. Ils sont plus chauds, plus soudains, plus violents. Le ciel peut passer du bleu éclatant à une masse noire en quelques heures. Le vent hurle, la pluie fouette, la mer devient une montagne. Un navire trop chargé, mal manœuvré, peut se coucher, perdre ses mâts, se disloquer. Les récifs autour de Madagascar, des Mascareignes, des Seychelles, sont des pièges invisibles. La navigation exige une vigilance constante et la guerre ajoute une couche de danger. Il faut parfois éteindre les feux la nuit, naviguer sans lumière, se taire, écouter, guetter une voile à l'horizon. Dans les ports, l'atmosphère est celle d'une frontière. À l'île de France, on croise des officiers, des marchands, des esclaves, des artisans, des marins de toutes origines. On y parle français, mais aussi créole, anglais, langues indiennes. On y échange des nouvelles d'Europe avec des mois de retard. On y vit avec l'idée que l'Angleterre peut apparaître demain au large. Les Britanniques ont la supériorité navale. Ils peuvent envoyer des escadres. Ils peuvent imposer des blocus. Ils peuvent couper les routes. La course française dans l'océan Indien est une guerre de harcèlement menée depuis une base fragile. C'est là que Surcouf se rapproche du cœur du métier corsaire. Il ne s'agit plus seulement d'être un bon marin. Il s'agit de devenir un chasseur de commerce. Repérer les routes, anticiper les mouvements, comprendre les saisons. La mousson dicte les départs et les arrivées. Les navires qui quittent l'Inde pour l'Europe ne le font pas n'importe quand. Ils attendent les vents favorables, ils se regroupent parfois. Ils cherchent des escortes. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, ils restent vulnérables parce qu'ils sont lourds, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils doivent passer par des goulets, des caps, des zones où l'on peut les attendre. Surcouf commence aussi à comprendre une autre chose. La réputation est une arme. Dans la course, la peur peut faire gagner sans tirer. Un capitaine connu pour sa détermination, pour sa capacité à mener un abordage, pour sa discipline, peut obtenir des redditions plus rapides. Un navire marchand, face à un corsaire réputé, peut choisir de ne pas se battre pour éviter un massacre, pour sauver la cargaison, pour sauver les passagers. La réputation circule par les survivants, par les ports, par les lettres. Elle se construit prise après prise, elle se détruit en une seule défaite. Mais cette réputation attire aussi les regards. Les autorités locales surveillent, les rivaux jalousent, les armateurs veulent leur part. Les équipages réclament des primes, et l'État toujours veut que la violence reste dans un cadre. Or, le cadre dans l'océan Indien est souvent une fiction. Les distances rendent tout lent. Les communications sont incertaines. Les ordres se contredisent. Les gouverneurs changent. Les lois évoluent. La révolution a bouleversé les institutions et la guerre permanente les tord encore davantage. Surcouf se heurte à cette réalité administrative. Un corsaire peut être célébré quand il rapporte une prise, puis suspecté quand il dérange. On peut lui reprocher d'avoir agi sans autorisation claire, d'avoir dépassé les limites, d'avoir capturé un navire dont le statut est ambigu. Les neutres, américains, danois, suédois, naviguent avec des papiers qui peuvent masquer des cargaisons britanniques. Les Britanniques utilisent parfois des pavillons de complaisance. La mer devient un théâtre de ruses juridiques autant que de manœuvres nautiques. Et Surcouf, lui, n'est pas un homme fait pour attendre qu'un bureau décide. Il est fait pour agir. Il est fait pour saisir l'instant. Cette impatience, cette volonté d'indépendance devient une force en mer et une source d'ennui à terre. Car la course, même quand elle est autorisée, reste une activité où l'on marche sur une ligne fine, un pas de côté et l'on bascule. Dans les années 1790, la France a besoin de ces hommes. La marine régulière souffre, manque d'officiers expérimentés, troubles politiques, difficultés financières, ports menacés. Les corsaires comblent une partie du vide. Ils frappent là où la marine ne peut pas toujours être. Ils font payer à l'Angleterre le prix de la guerre sur ses routes commerciales, mais ils le font pour eux aussi. Et cette ambiguïté est au cœur de tout. Surcouf, à mesure qu'il s'enfonce dans l'océan Indien, s'éloigne aussi du regard direct de la métropole. Saint-Malo est loin, Paris est un autre monde. Ici, ce sont les quais de Port-Louis, les chantiers de réparation, les magasins où l'on achète des voiles, des cordages, de la poudre. Ce sont les tavernes où l'on recrute des hommes, où l'on promet des parts, où l'on raconte des combats. Ce sont les bureaux où l'on signe des contrats d'armement, où l'on discute des conditions. Combien de canons, combien d'hommes, quelle part pour l'armateur, quelle part pour le capitaine, quelle part pour l'équipage. La guerre devient une entreprise risquée mais potentiellement fabuleuse, et toujours le papier qui autorise, le papier qui prouve, le papier qui condamne.
Une lettre de marque, c'est une permission de chasser, mais elle doit être conforme. Elle doit être reconnue. Elle doit être présentée. Et elle ne protège pas de tout. Si l'on est capturé par les Britanniques, ils ne voient pas un corsaire légal. Ils voient un ennemi. Et ils peuvent traiter durement. La captivité, à cette époque, est une autre forme de guerre. Des mois, des années parfois, dans des prisons, sur des pontons, dans des conditions terribles. Les corsaires le savent. Ils jouent gros à chaque sortie. Surcouf apprend aussi la psychologie de l'abordage. Un combat naval entre un corsaire et un marchand n'est pas toujours une bataille d'artillerie à distance. Souvent, c'est une course, une poursuite, une approche. On cherche à se placer au vent, à couper la route, à présenter le bon angle. On tire pour briser une vergue, pour déchirer une voile, pour tuer la manœuvre. Puis on se rapproche, on entend les cris, on sent la poudre, on voit les éclats de bois voler. Et quand on est assez près, on lance les grappins, on accroche, on saute. Là, tout se joue en minutes. La discipline, le courage, la brutalité. Un corsaire doit frapper vite avant que l'adversaire ne se ressaisisse, avant que des renforts n'apparaissent à l'horizon. Mais même une victoire nette peut se transformer en cauchemar logistique. Capturer un navire, c'est bien. Le ramener, c'est autre chose. Il faut mettre à bord une équipe de prise, détacher des hommes de son propre équipage, donc s'affaiblir. Il faut gérer les prisonniers. Il faut éviter les mutineries. Il faut naviguer avec 2 navires, parfois plus, dans des eaux dangereuses, sous la menace d'une frégate britannique, et il faut arriver dans un port ami, un port qui accepte de juger la prise, un port qui a les moyens de la vendre, un port qui ne sera pas bloqué demain. Dans cette mécanique, Surcouf se forge, il devient un professionnel de la guerre économique, pas un idéologue, un praticien. Il comprend que l'Angleterre, puissance maritime, vit de ses échanges, que chaque navire capturé, c'est une cargaison perdue, des primes d'assurance qui montent, des armateurs qui hésitent, des capitaux immobilisés. La course ne gagne pas une guerre à elle seule, mais elle saigne, elle inquiète. Elle oblige l'ennemi à disperser ses forces pour protéger ses routes. Elle transforme l'océan en zone de risque. Et pourtant, plus Surcouf devient efficace, plus il attire la contradiction fondamentale de son métier. Il sert un État qui veut contrôler, mais il prospère dans les interstices du contrôle. Il dépend d'autorisation, mais il vit de l'initiative. Il a besoin de la légalité, mais il opère dans un monde où la légalité est discutée à chaque escale. Il veut la gloire, mais la gloire attire les jalousies et les enquêtes. Il veut l'argent, mais l'argent attire les procès. Les premières années de Surcouf dans l'océan Indien sont donc celles d'un apprentissage accéléré, brutal, complet, apprentissage de la mer lointaine, apprentissage de la chasse, apprentissage des hommes, apprentissage des papiers, et apprentissage d'une vérité que Saint-Malo connaît depuis longtemps. Un corsaire n'est jamais seulement un marin, c'est un entrepreneur de guerre, un homme qui doit savoir lire une carte et un contrat, manœuvrer une voile et une procédure, inspirer la peur à l'ennemi et la confiance, ou au moins l'obéissance, à ses propres hommes. Dans les nuits chaudes de l'Île-de-France, quand l'air ne bouge pas et que les moustiques bourdonnent, quand les lanternes dessinent, des halos sur les quais, on parle des prises comme on parle de coups de dés. On compte, on estime, on rêve, on se méfie. On sait que demain, un navire peut rentrer chargé de richesses, ou ne jamais rentrer. On sait que la mer peut donner et reprendre. Et Surcouf, dans ce monde, avance avec une détermination qui ressemble à une certitude intime. Il n'est pas venu si loin pour être un simple rouage. Il y a chez lui quelque chose de l'homme de Saint-Malo, cette dureté façonnée par le vent, cette capacité à vivre dans l'incertitude, cette familiarité avec le risque. Mais il y a aussi quelque chose de plus personnel. Une volonté de ne dépendre de personne, ou le moins possible. Or, la course, paradoxalement, rend dépendant des armateurs qui financent, dépendant des autorités qui délivrent les papiers, dépendant des tribunaux qui valident les prises, dépendant des équipages qui peuvent suivre ou se retourner, dépendant des vents, des courants, des saisons, dépendant de la chance. C'est cette tension qui le pousse déjà à frôler les limites, à chercher des opportunités là où d'autres hésitent, à agir vite, parfois trop vite pour les administrations, à considérer que la mer, elle, ne laisse pas le temps de remplir des formulaires, et quand il revient au port, quand il faut rendre des comptes, quand il faut expliquer, justifier, prouver, alors commence une autre bataille. Une bataille de signatures, de témoignages, de dates. Une bataille où l'on peut perdre ce que l'on a gagné au large. Dans les années qui précèdent le tournant du siècle, Surcouf se place ainsi sur une trajectoire dangereuse et brillante. Il n'est pas encore la légende. Pas encore le nom qui fera frémir les armateurs britanniques, mais il est déjà l'homme qui a compris que la guerre moderne sur mer ne se joue pas seulement entre flottes, elle se joue sur les routes commerciales, dans les cales pleines,
dans les ports lointains, dans les bureaux où l'on juge une prise. Elle se joue dans la vitesse d'un navire, dans la qualité d'un renseignement, dans l'audace d'une manœuvre, et dans un morceau de papier qui, selon l'encre et le sceau, peut transformer un capitaine en héros ou en criminel. Saint-Malo l'a vu naître dans le granit et le sel. L'océan Indien est en train de le façonner dans la chaleur, la distance et la violence, et déjà autour de lui se dessine cette silhouette si particulière du corsaire, un homme qui fait la guerre avec des moyens privés, qui frappe l'ennemi au portefeuille, qui vit de la capture, qui dépend du droit tout en le tordant et qui avance toujours sur cette frontière instable où la mer efface les traces aussi vite qu'elles se forment. À Port-Louis, l'air n'a pas la même densité qu'à Saint-Malo. Il colle, il pèse. Il sent le sucre chauffé au soleil, le bois mouillé, la sueur rance des entreponts et cette odeur métallique, presque douceâtre, de la poudre qu'on garde au sec comme on garde un secret. Le port n'est pas un décor exotique, c'est une machine. Une machine à réparer, à armer, à vendre, à juger, des charpentiers de marine qui martèlent des bordages, des calfats qui bourrent les toupes dans les coutures, des voiliers qui recousent, des laises à la lueur des lampes, des commis qui noircissent des registres, des soldats qui traînent, des esclaves qui portent, des matelots qui boivent, et au-dessus de tout, la rumeur, un navire aperçu au large, un convoi attendu, une frégate anglaise signalée vers Rodrigue, un bâtiment, neutre qui dit venir de Batavia, mais dont les papiers sentent l'encre fraîche. L'île de France, dans les années 1790, n'est pas seulement une colonie, c'est un nœud de route et d'intérêt, un endroit où la guerre européenne devient une guerre de distance, de saison, de cargaison. Ici, on ne parle pas de frontières terrestres, on parle de moussons, on parle de la côte de Coromandel, de la sortie de la mer Rouge, du passage au sud de Madagascar, des parages des Seychelles, des vents qui portent vers le cap de Bonne-Espérance. On parle surtout de l'Angleterre comme d'un animal immense. On ne le voit pas toujours, mais on sent ses griffes partout, dans les assurances, dans les prix, dans la peur des marchands. Et Robert Surcouf, qui a déjà appris à ne pas confondre la mer avec une idée, arrive dans ce monde avec une qualité rare. Il comprend que la course n'est pas une aventure, c'est une industrie de la capture. Une industrie qui commence bien avant le premier coup de canon et qui se termine bien après le dernier cri sur un pont ensanglanté, car le corsaire ici n'est pas un loup solitaire, il est le bout visible d'une chaîne. Il y a l'armateur, ou plutôt les armateurs, parce qu'on partage le risque comme on partage le profit. Il y a les prêteurs, les fournisseurs, ceux qui avancent la toile, le chanvre, le fer, la poudre, le biscuit, le tafia. Il y a les notaires, les contrats, les parts. Il y a le gouverneur, les officiers de port, les tribunaux de prise. Et il y a ce talisman fragile, la lettre de marque, ce papier qui autorise à faire ce que la morale condamne et que la guerre réclame. Surcouf se glisse dans ce système comme un homme qui a trouvé sa langue maternelle. Il n'est pas né dans les salons, il est né dans une ville où l'on sait que la mer se paye comptant. Il observe, il écoute, il retient, et surtout il choisit. Parce que dans l'océan Indien, on ne peut pas se permettre de courir après tout. Les distances sont trop grandes, les occasions trop rares, les erreurs trop chères. La chasse commence souvent par des mots. Un capitaine de retour de la côte indienne raconte qu'il a croisé, à telle latitude, un gros bâtiment de la Compagnie des Indes, lourd, haut sur l'eau, escorté ou non. Un pilote malgache parle d'une voile vue au large d'un cap. Un commis de comptoir laisse échapper qu'un navire chargé de riz et de textiles doit quitter Calcutta à la prochaine fenêtre de vent. On lit des gazettes arrivées avec des mois de retard, mais on y cherche des indices. Une déclaration de guerre, un changement de route, une perte signalée. On interroge les prisonniers. On fouille les lettres saisies. On apprend à reconnaître les habitudes britanniques, leur prudence, leur discipline, leur obsession du convoi et leur moment de relâchement quand l'argent presse, quand la saison tourne, quand un capitaine marchand préfère risquer la mer plutôt que perdre. Des semaines à attendre une escorte. Surcouf, dans ce théâtre, se fait une place par la précision. Il n'est pas seulement audacieux, il est méthodique. Il sait qu'un corsaire qui tire trop tôt révèle sa position, qu'un corsaire qui s'entête sur une proie trop forte se condamne, qu'un corsaire qui néglige l'état de sa coque, la propreté de ses œuvres vives, la qualité de ses voiles, perd la seule supériorité qui compte, la vitesse. La vitesse, c'est la vie. Dans l'océan Indien, un navire rapide est un navire qui choisit. Il choisit d'attaquer ou de disparaître. Il choisit de se montrer sous un pavillon neutre jusqu'à la dernière encablure, puis de hisser le tricolore et d'ouvrir ses sabords. Il choisit de se placer au vent, de couper la route, de forcer l'autre à manœuvrer lourdement, à perdre de la toile, à s'épuiser,
La vitesse, c'est aussi une économie. Moins de jours en mer, moins de vivres consommés, moins de maladies, moins de risques de rencontrer une frégate anglaise. Mais la vitesse ne suffit pas. Il faut des hommes. Et là, la course révèle son autre visage, celui d'une discipline bâtie sur l'appât du gain. Un équipage corsaire, ce n'est pas un équipage de la Royale. On y trouve des marins excellents, des gabiers qui montent dans la mâture comme d'autres montent un escalier, des canonniers qui savent charger et pointer dans la fumée, des charpentiers capables de colmater une voie d'eau en pleine mer. On y trouve aussi des hommes qui ont fui des dettes, des hommes qui ont déserté, des hommes qui boivent trop, des hommes qui se battent pour un regard, et tous ont une idée en tête. La part. La part de prise, la part de cargaison, la part de ce miracle qui transforme un matelot en homme riche, ou du moins en homme qui peut rentrer au pays avec autre chose que des cicatrices. Surcouf commande à ces hommes-là, il doit les tenir. Il doit les faire travailler quand la chaleur écrase, quand les moustiques rendent fous, quand l'eau douce manque, quand le biscuit est plein de charançon. Il doit les empêcher de se croire déjà riches avant même d'avoir capturé. Il doit aussi les empêcher de devenir des bêtes après la capture, parce qu'un abordage qui tourne au massacre peut ruiner une prise, au tribunal, peut provoquer des représailles, peut faire de lui non plus un corsaire mais un criminel aux yeux même de ceux qui l'emploient. Et pourtant la frontière est mince. Elle se mesure parfois à un détail grotesque, un pavillon hissé trop tard, un coup de canon tiré après la reddition, un prisonnier, maltraité, un navire neutre, suspect, qu'on décide de saisir parce que ça cale sans l'Angleterre. Dans ces eaux, les neutres sont une tentation permanente. Les Américains, les Danois, les Suédois transportent des marchandises qui changent de nationalité au gré des papiers. Les Britanniques, eux, savent jouer de ces ambiguïtés. Ils utilisent des pavillons de complaisance, des certificats, des manifestes arrangés, et le corsaire français, s'il veut frapper le commerce ennemi, se retrouve à lire des documents comme un juge, à soupçonner comme un policier, à décider comme un homme pressé par le vent. Le papier devient une arme. On monte à bord d'un navire capturé et avant même de compter les barriques, on cherche la boîte aux papiers, le rôle d'équipage, le journal de bord, les lettres du capitaine, les connaissements, les passeports. On cherche la preuve que la cargaison est britannique, que le navire appartient à un ennemi, que la destination réelle n'est pas celle déclarée, parce que sans preuve, la prise peut être contestée. Et une prise contestée, c'est une fortune qui se dissout dans les couloirs d'un tribunal. À l'Île-de-France, ces tribunaux de prise sont des lieux où la guerre change de costume. On y parle de tonnage, de pavillon, de date de capture, de position géographique, de nature des marchandises. On y écoute des témoins, on y examine des signatures, on y soupèse des mots. Et derrière les mots, il y a des intérêts énormes. L'armateur veut son retour sur investissement, l'équipage veut sa part, le gouverneur veut maintenir une apparence de légalité, les marchands locaux veulent acheter à bas prix, les autorités métropolitaines veulent éviter un scandale diplomatique avec un neutre. La mer a tranché par la force. La terre veut trancher par le droit. Surcouf, lui, apprend à naviguer dans ces deux mondes. Il n'est pas seulement un homme de pont, il devient un homme de dossier. Il comprend qu'un capitaine corsaire doit savoir raconter sa capture, la raconter de manière convaincante, la raconter avec des dates, des coordonnées, des circonstances. Il faut que le récit tienne, qu'il résiste aux questions, qu'il paraisse propre. Et s'il n'est pas propre, il faut qu'il soit au moins défendable. C'est là que sa réputation commence à se construire, non seulement sur les prises, mais sur la manière de les faire reconnaître. Dans un port comme Port-Louis, la rumeur est une monnaie. On sait qui rapporte des cargaisons intactes, on sait qui perd ses prises faute de papier, on sait qui traite bien les prisonniers, et donc obtient des redditions plus rapides, et qui, au contraire, provoque des résistances désespérées. On sait qui est capable de tenir un équipage sans mutinerie. On sait qui est capable de ramener un navire capturé malgré les frégates anglaises qui rôdent, et les frégates anglaises rôdent, elles sont l'ombre permanente. La Royal Navy dans l'océan Indien n'est pas partout à la fois, mais elle est assez présente pour rendre chaque sortie dangereuse. Elle protège les routes, elle escorte les gros bâtiments, elle chasse les corsaires. Elle impose une pression qui oblige les Français à être inventifs, à se cacher derrière des îles, à utiliser des mouillages discrets, à naviguer de nuit sans feu, à se fondre dans le trafic neutre, à jouer sur la surprise. La surprise, c'est l'autre nom de la course. Un corsaire ne gagne pas par la force brute. Il gagne par le moment, par l'angle, par la vitesse. Par le fait d'apparaître là où on ne l'attend pas. Surcouf, dans ses années d'ascension, se forge une manière. Il approche, il observe, il attend l'instant où l'adversaire est le plus vulnérable. Un changement de vent, une voile mal réglée,
Un navire qui s'est séparé du convoi. Une nuit où la lune éclaire trop bien la mer et où l'on croit voir loin, mais où l'on ne voit pas le danger qui vient bas sur l'eau, et quand il attaque, il veut que ce soit court, décisif. Il sait que chaque minute de combat augmente le risque de dégâts sur sa propre coque, risque de blessés, risque d'incendie, risque qu'un autre navire apparaisse à l'horizon. Il sait aussi que le combat à distance est souvent une loterie. Les canons sur un petit bâtiment rapide ne sont pas faits pour échanger des bordées pendant des heures. Ils sont faits pour casser une manœuvre, pour semer la panique, pour préparer l'abordage. L'abordage, c'est la vérité nue. Plus de droit, plus de papier, plus de discours. Des planches glissantes, des cordages, des cris, des coups de sabre, des pistolets à bout portant, des éclats de bois qui deviennent des projectiles, et au milieu, un capitaine qui doit être vu, parce que l'équipage regarde, parce que la peur est contagieuse, parce que le courage aussi. Surcouf comprend très tôt que commander en mer, ce n'est pas seulement donner des ordres, c'est incarner la décision, être là où ça se joue, montrer qu'on ne tremble pas, même si on tremble. Mais chaque victoire ouvre une autre série de problèmes. Capturer un navire, c'est le début d'une logistique. Il faut détacher une équipe de prise, donc affaiblir son propre équipage. Il faut gérer les prisonniers, les nourrir, les surveiller, éviter qu'ils ne sabotent le navire. Il faut parfois naviguer en convoi improvisé, le corsaire et sa prise, 2 coques aux performances différentes, 2 capitaines, 2 équipages, 2 risques. Et il faut rentrer. Rentrer avant que l'Angleterre ne vous coupe la route. Rentrer à l'Île-de-France, c'est aussi rentrer dans un monde de rivalité. Les corsaires ne sont pas une fraternité romantique. Ce sont des concurrents. Ils se disputent les informations, les mouillages, les équipages, les faveurs des autorités. Un succès attire la jalousie. Un succès attire aussi les demandes. Les armateurs veulent réarmer plus gros, plus vite, avec plus de canons, avec plus d'hommes. Les autorités veulent que le corsaire serve la stratégie générale, qu'il ne se contente pas de chasser pour son compte. Les équipages veulent des avances, des primes, des promesses. Et le capitaine au milieu doit rester maître. S'il cède trop, il devient un employé. S'il refuse trop, il se retrouve sans navire. Surcouf, dans cette montée, se heurte déjà à ce qui le poursuivra. L'État est loin, mais il existe. Il existe sous forme de gouverneur, de commissaire, d'ordonnance, de règlement. Il existe sous forme de suspicion, parce que la course par nature attire les excès, et parce que la révolution puis la guerre ont rendu tout le monde nerveux. On traque les trahisons, les enrichissements suspects, par les comportements trop indépendants. Un corsaire qui réussit trop bien peut être admiré et surveillé. Il y a aussi la question des bases. L'Île-de-France est un refuge, mais un refuge fragile. Tout dépend de sa capacité à accueillir, réparer, ravitailler. Tout dépend de la mer autour. Et la mer autour est un espace où l'Angleterre peut, si elle le décide, concentrer des forces. Les Français le savent, les corsaires le savent. Chaque sortie est donc une course contre le temps, contre la montée en puissance britannique, contre l'idée que ce théâtre peut se fermer. Dans les rues de Port-Louis, on vit avec cette sensation. La guerre est à la fois loin et tout près. L'Europe est un bruit de fond, des nouvelles qui arrivent tard, des noms de généraux, des changements de régime. Mais la guerre réelle ici, c'est le prix du riz, la rareté de la toile, la difficulté à trouver du goudron, la qualité du bois pour réparer un mât. C'est la santé des hommes, les fièvres, la dysenterie, les plaies qui s'infectent, les dents qui tombent, les corps qui s'épuisent. Et pourtant, on arme, on réarme, on repart. Parce que la prise est une promesse trop forte. Parce que la colonie vit de cette économie de guerre. Parce que les marchands locaux achètent les cargaisons capturées, les revendent, les transforment. Parce que les armateurs, à Saint-Malo ou ailleurs, sentent l'odeur de l'argent jusque dans les papiers qui traversent les océans. Surcouf dans ce système devient un nom qui circule. Pas encore un mythe, mais déjà une référence. Un capitaine qui sait faire. Un capitaine qui sait choisir ses moments. Un capitaine qui ne se contente pas de la chance. Et cette réputation dans la course est presque aussi importante que les canons. Elle agit sur l'ennemi. Elle agit sur les neutres. Elle agit sur les équipages. Un marchand britannique en mer n'a pas envie de mourir pour des ballots de coton. Il a des passagers, parfois des femmes, des enfants, des employés de la compagnie. Il a une cargaison assurée, certes, mais il a aussi une responsabilité. Si, à l'horizon, apparaît un corsaire dont on dit qu'il attaque vite, qu'il aborde sans hésiter, qu'il tient ses hommes, alors la tentation de se rendre augmente, la peur devient un raccourci. Et le corsaire, s'il est intelligent, utilise ce raccourci. Il menace, il montre ses sabords, il se place de manière à rendre la résistance inutile. Il obtient une reddition. Il évite un combat qui pourrait endommager la prise. Il protège la valeur marchande de ce qu'il capture.
La violence ici est aussi une gestion d'actifs, mais cette gestion d'actifs se heurte sans cesse à la réalité du droit. Un navire capturé doit être bon ennemi, bonne cargaison, bonne zone, bonne date. Et les Britanniques, eux, contestent, ils protestent, ils utilisent les neutres, ils utilisent les diplomaties, ils utilisent les tribunaux quand ils le peuvent. La guerre économique est une guerre de procédure. Surcouf apprend donc à être opportuniste sans être suicidaire. Il apprend à reconnaître les navires de la Compagnie des Indes, leur silhouette, leur hauteur, leur manière de porter la toile, leur armement parfois impressionnant. Il apprend à reconnaître les petits bâtiments côtiers, les country ships, qui font le commerce régional en Asie, souvent britannique, ou liés à des intérêts britanniques. Il apprend à reconnaître les routes, celles qui longent l'Inde, celles qui traversent vers l'Arabie, celles qui descendent vers le Cap. Il apprend à se placer là où la proie doit passer, parce que la mer, malgré son immensité, a des couloirs, et il apprend aussi à composer avec les autorités locales, parce que l'Île-de-France n'est pas un repère de pirates. C'est une colonie française avec une administration, des règles, des rivalités internes. Le gouverneur doit maintenir l'ordre, éviter que la course ne dégénère en banditisme, éviter que les neutres ne se détournent du port, éviter que la colonie ne se retrouve isolée. Il doit aussi ménager les armateurs, qui sont une force économique. Il doit ménager les officiers de la marine qui regardent parfois les corsaires avec mépris, ces privés qui font la guerre pour l'argent, ces capitaines qui n'ont pas toujours la formation régulière, ces hommes qui prennent des risques que la marine, elle, ne peut pas se permettre. Surcouf, dans ce jeu, n'est pas un homme docile. Il a besoin de l'autorité, mais il la supporte mal. Il veut qu'on le laisse faire. Il veut qu'on reconnaisse ses prises. Il veut qu'on ne l'entrave pas avec des scrupules de bureau. Et quand il se heurte à une décision administrative, quand un jugement de prise traîne, quand une cargaison est contestée, quand un armateur réclame plus que ce qui lui revient, la colère monte. Parce que pour un corsaire, le temps est une monnaie. Un navire immobilisé au port, c'est un navire qui ne chasse pas. Un équipage qui attend, c'est un équipage qui boit, qui se bat, qui se disperse. Une prise non jugée, c'est une fortune qui pourrit. Alors il faut négocier, il faut menacer parfois, il faut flatter, il faut trouver des appuis. La course, c'est aussi une politique de quai, une politique de salon colonial, une politique de signature. Et pendant que ces signatures s'échangent, la mer continue de dicter sa loi. Les cyclones, surtout, sont une menace qui ne ressemble à rien de ce que l'Atlantique offre. Ils arrivent comme une décision brutale. Le baromètre chute, l'air devient étrange, les oiseaux disparaissent, la mer prend une couleur d'étain, puis le vent se met à hurler et le navire, même bien commandé, devient un objet fragile. On cargue, on serre, on amarre, on prie parfois. On jette des canons à la mer pour alléger. On coupe un mât pour éviter que tout ne s'arrache. Et après, quand le calme revient, on compte les morts, on répare, on recommence. Cette dureté forge les hommes, elle forge aussi les réputations. Un capitaine qui ramène son navire après un cyclone, qui ramène une prise malgré la tempête, qui ramène des hommes vivants, gagne une autorité que ni les papiers ni les grades ne donnent. Surcouf gagne cette autorité-là. Il devient pour beaucoup un capitaine qu'on suit parce qu'il sait, parce qu'il a l'œil, parce qu'il a la main. Mais cette main ferme a un prix. La discipline sur un corsaire est souvent plus brutale que sur un navire marchand, parce que l'enjeu est plus violent, parce que l'équipage est plus instable, parce que la tentation de la mutinerie existe toujours. Un équipage qui estime que le capitaine cache une part, qu'il favorise ses proches, qu'il prend des risques inutiles, peut se retourner. Et dans l'océan Indien, loin de tout, un capitaine renversé n'a pas de recours. Il disparaît. Il est jeté à la mer. Il est débarqué sur une côte. Il devient une rumeur. Surcouf le sait. Il tient donc ses hommes par un mélange de promesses et de peur, promesse de gain, peur de la sanction. Et surtout, il tient par la compétence. Un équipage pardonne beaucoup à un capitaine qui rapporte, qui gagne, qui fait vivre. La course est une morale simple. Le succès justifie la dureté. À mesure que Surcouf s'impose, il s'insère aussi dans un réseau d'armement plus solide. L'Île-de-France n'est pas seulement un port de passage, c'est un centre où l'on monte des expéditions corsaires comme on monte des entreprises. On choisit un bâtiment, on le modifie, on le rend plus rapide. On ajuste son gréement, on décide du nombre de canons, assez pour intimider, pas trop pour ne pas alourdir. On recrute un chirurgien parce qu'un corsaire sans chirurgien est un corsaire qui perd ses hommes pour des blessures banales. On charge des vivres, mais pas trop, parce que le poids tue la vitesse. On charge de l'eau, mais on sait qu'elle croupira. On charge du tafia parce que sans tafia, l'équipage gronde. On charge des armes d'abordage, sabres, pistolets, haches, grenades parfois.
On charge des chaînes, des grappins, des cordages supplémentaires, et on signe tout, contrat, parts, engagements. Le capitaine dans ce système est à la fois un chef militaire et un associé. Il a une part dans la prise. Il a donc un intérêt direct à réussir. Mais il a aussi une responsabilité. S'il échoue, il ruine des gens. Il ruine des armateurs. Il ruine des familles. Il ruine des équipages. La course est une guerre privée, mais ses conséquences sont publiques. Et c'est là que Surcouf devient dangereux pour l'Angleterre. Parce qu'il ne se contente pas d'être un homme de coups, il devient un homme de méthode. Il comprend que frapper le commerce britannique, ce n'est pas seulement capturer un navire, c'est créer une insécurité permanente, c'est obliger les Britanniques à escorter, à retarder, à dépenser, c'est faire monter les primes d'assurance, c'est faire hésiter les capitaines marchands, c'est transformer l'océan Indien en espace où chaque voile à l'horizon peut être une menace. Les Britanniques réagissent, ils renforcent les escortes, ils organisent des convois, ils envoient des bâtiments de guerre, ils cherchent à nettoyer les parages. Et plus ils renforcent, plus la chasse devient un jeu de nerfs. Un corsaire doit éviter les frégates, mais il doit aussi trouver des proies malgré les protections. Il doit donc être plus fin, plus rapide, plus informé. L'information devient alors une obsession. On paie des informateurs, on récompense des pilotes, on interroge des marins de passage, on lit les journaux, on écoute les rumeurs, on observe les mouvements dans le port. Un navire qui se prépare à partir, un autre qui tarde, un troisième qui arrive avec des dégâts, signe qu'il a rencontré quelque chose. On apprend à lire les absences. Un convoi qui n'arrive pas à la date prévue peut signifier qu'il a été retardé par le vent, ou qu'il a été capturé, ou qu'il a changé de route pour éviter les corsaires. Chaque hypothèse est une piste. Surcouf, dans cette montée, devient aussi un homme de théâtre. Pas au sens de la comédie, mais au sens de la mise en scène. Un corsaire doit savoir se montrer et se cacher. Il doit savoir utiliser des pavillons. Il doit savoir approcher comme un neutre, comme un marchand, comme un ami. Il doit savoir tromper sans se tromper lui-même, parce que la tromperie en mer est une arme, mais c'est aussi un piège. Si l'on abuse trop, si l'on franchit certaines limites, on donne à l'ennemi un argument pour vous traiter comme un pirate. Et le pirate, lui, n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre. Il a droit à la corde. Cette menace n'est pas théorique. Elle plane sur tous les corsaires. Elle plane sur Surcouf. Elle rend chaque papier plus important. Chaque signature, chaque sceau, chaque date. La lettre de marque n'est pas un détail administratif, c'est une protection fragile, une peau de papier entre la gloire et la potence. Et pourtant, malgré cette fragilité, la course attire. Elle attire parce qu'elle offre ce que la marine régulière offre rarement, une ascension rapide, une fortune possible, une célébrité. Un capitaine corsaire peut devenir, en quelques campagnes, un homme riche. Il peut acheter des maisons, il peut devenir armateur à son tour. Il peut revenir en métropole avec une aura, il peut être reçu, admiré, envié, il peut aussi, s'il échoue, finir oublié, ou mort, ou prisonnier. Surcouf choisit le risque. Il le choisit avec une lucidité froide. Il sait que l'océan Indien est un théâtre où un homme peut se faire un nom parce que la distance protège, parce que la Royal Navy ne peut pas tout contrôler, parce que les routes commerciales sont longues et donc vulnérables, parce que les navires de la Compagnie des Indes, malgré leur armement, restent des marchands. Ils transportent des richesses, pas des victoires. À Port-Louis, quand un corsaire rentre avec une prise, la ville change de rythme. On voit le navire capturé entrer dans la rade, escorté, parfois endommagé, parfois encore fier. On entend les canons de salut. On voit les curieux sur les quais. On voit les commis courir. On voit les marchands calculer. On voit les matelots dépenser d'avance. Et on voit déjà les papiers sortir. Inventaire, scellé, procès-verbaux. On met sous clé. On compte les ballots. On estime les barriques, on note les noms des prisonniers, on prépare le dossier pour le tribunal. C'est une scène répétée mais jamais banale, parce que chaque prise est un drame en miniature. Il y a des vies brisées, des capitaines humiliés, des passagers terrorisés. Il y a des marins français blessés, parfois morts. Il y a des cargaisons qui représentent des mois de travail dans des plantations, des ateliers, des comptoirs. Il y a des lettres personnelles, des journaux intimes, des objets. La guerre économique, quand on la regarde de près, est une guerre sur des existences. Surcouf, dans cette mécanique, ne se présente pas comme un philosophe. Il est un homme de son temps, un homme qui vit dans une époque où l'on accepte que la mer soit un champ de bataille, où l'on accepte que le commerce soit une cible, où l'on accepte que la richesse circule sous la menace des canons. Il est aussi un homme qui aime l'indépendance, et cette indépendance, paradoxalement, dépend de tout ce qu'il prétend mépriser. Les armateurs, les tribunaux, les lettres de marque, les gouverneurs.
Plus il réussit, plus cette dépendance devient visible. Un capitaine corsaire célèbre ne peut pas simplement disparaître en mer. Il est attendu, il est sollicité, il est surveillé. On veut qu'il arme pour telle campagne, qu'il parte à telle date, qu'il chasse dans telle zone. On veut qu'il serve une stratégie, et lui, il veut servir sa propre logique, celle de l'opportunité. C'est dans cette tension que se forge l'ascension de Surcouf à l'Île-de-France, une ascension faite de prises, de calculs, de réseaux, de disputes, de papiers, une ascension où la mer est le lieu de la décision, mais où la terre, les bureaux, les tribunaux, les contrats décident de ce que vaut réellement la décision. Et pendant que Surcouf monte, l'océan Indien se resserre, pas géographiquement, stratégiquement. Les Britanniques apprennent, ils s'adaptent, ils renforcent, ils patrouillent. Ils cherchent à étouffer cette base française qui leur pique le flanc. Ils savent que tant que l'Île-de-France tient, tant que Port-Louis reste un nid de corsaires, le commerce britannique ne sera jamais tranquille. Et le commerce pour l'Angleterre n'est pas un luxe. C'est une respiration. Surcouf, lui, respire dans cette guerre. Il y trouve sa place. Il y trouve son style. Il y trouve aussi déjà les germes de ce qui viendra, la gloire qui attire les procès, la réussite qui attire les ennemis, la violence, l'égal qui peut à tout moment être requalifié en piraterie par ceux qui écrivent les règles. Dans les nuits lourdes de l'Île-de-France, quand les lanternes tremblent sur les quais et que les hommes parlent bas, on comprend que la course n'est pas seulement une affaire de canon, c'est une affaire de temps, de papier et de nerfs. Surcouf, à ce moment-là, n'est plus seulement un marin malouin perdu au bout du monde, il est devenu un acteur central d'une guerre invisible, celle qui se mène dans les cales, dans les routes, dans les assurances, dans les tribunaux, une guerre où l'on peut gagner une fortune en quelques heures et la perdre en quelques lignes d'encre. L'encre, justement, commence à couler plus vite que le sang. À Port-Louis, on voit arriver des liasses, des copies, des extraits, des certificats, des attestations jurées, des lettres qui ont traversé des milliers de milles dans des coffres humides, et dans ces papiers, il y a un changement de monde. La Révolution a bouleversé les pavillons, les alliances, les mots mêmes qu'on emploie pour dire « ennemi », puis vient le consulat, puis l'Empire. À l'autre bout de l'océan, à Paris, on décide. Ici, on exécute, ou on contourne, ou on improvise. Surcouf, lui, n'improvise pas au hasard. Il improvise comme un homme qui connaît la valeur d'une minute et le prix d'une erreur. Il a déjà compris que la course n'est pas une suite de duels romanesques, mais une économie de la surprise, et que l'économie dans une guerre maritime se mesure en cargaison, en prime d'assurance, en retard de convoi, en capitaine, marchand qui n'ose plus appareiller sans escorte. À la fin des années 1790, l'océan Indien est un échiquier où les pièces ne sont pas des armées, mais des navires qui portent du coton, du poivre, de l'indigo, du thé, du salpêtre, des soieries, des métaux, des monnaies, des lettres de change, des navires qui portent aussi des hommes, des employés de la Compagnie des Indes orientales, des soldats, des passagers, des familles, des enfants. Et ces navires-là, les plus riches, les plus lourds, les plus symboliques, ont un nom qui sonne comme une institution, les East Indiamen, les grands bâtiments de la compagnie, à mi-chemin entre le marchand et le navire de guerre. Ils sont armés, ils sont hauts sur l'eau, ils ont des canons, des équipages nombreux, parfois des détachements militaires. Ils sont censés faire peur, mais ils ont un défaut. Ils sont faits pour transporter, pas pour chasser. Ils sont faits pour tenir la mer, pas pour manœuvrer comme une frégate. Ils sont riches, donc prudents. Et la prudence, quand elle se fige, devient une faiblesse. Surcouf vise ce type de proie parce qu'il sait ce que cela représente. Une prise ordinaire nourrit un port. Une prise de la compagnie fait trembler une route commerciale entière. Elle fait parler Londres. Elle fait parler Calcutta. Elle fait parler les assureurs. Elle fait parler les amiraux. Et elle fait parler surtout les armateurs de Port-Louis, qui voient dans un seul navire capturé l'équivalent de plusieurs campagnes. Pour atteindre ce niveau, il faut un outil, un bâtiment rapide, nerveux, capable d'approcher sans être vu, de choisir son angle, de refuser le combat quand il tourne mal. Surcouf obtient ce qu'il veut, une corvette corsaire, la confiance. Le nom est presque une provocation. La confiance en mer est une denrée rare. On ne la donne pas, on la prend. La confiance, elle, est pensée pour la chasse. Un gréement qui favorise la vitesse, un armement suffisant pour intimider et briser, une manœuvre, un équipage choisi pour l'abordage. Pas une armée, une lame. Et puis il y a la saison. Dans l'océan Indien, la guerre se lit dans le ciel. Les moussons dictent les routes, les départs, les retours. Elles dictent aussi les embuscades. Un corsaire qui connaît les vents connaît les habitudes de ses proies. Il sait quand un navire doit quitter l'Inde pour profiter d'une fenêtre. Il sait quand il doit passer au large d'un cap, quand il doit chercher un mouillage,
Quand il doit éviter une zone infestée de patrouilles britanniques, la géographie devient une horloge. Surcouf, à ce moment-là, n'est plus seulement un capitaine. Il est un lecteur de cartes et de comportements. Il écoute les rumeurs de quai, mais il les trie. Il interroge les prisonniers, mais il ne se contente pas de leurs réponses. Il observe les cargaisons qui entrent et sortent, les prix qui montent, les navires qui tardent. Il comprend que l'information n'est pas un secret qu'on découvre. C'est une mosaïque qu'on assemble. Et l'Angleterre, elle, a une obsession, faire circuler malgré la guerre. Faire circuler parce que l'Empire britannique déjà est un empire de flux. Si le flux se bloque, tout s'enraye. Les finances, les armées, les comptoirs, les alliances locales. La Royal Navy protège, escorte, patrouille, mais elle ne peut pas être partout. Et chaque fois qu'elle concentre des forces pour traquer un corsaire, elle en retire ailleurs. C'est une couverture trop courte. C'est dans cette faille que Surcouf s'engouffre. Il ne cherche pas la bataille rangée. Il cherche le moment où la puissance britannique se relâche, où un navire riche se croit encore en sécurité parce qu'il est loin de l'Europe, loin des côtes françaises, loin des canons de Brest. L'océan Indien donne cette illusion, l'immensité comme protection. Surcouf transforme l'immensité en piège. Le 7 octobre 1800, la mer est un espace ouvert, mais pas vide. Quelque part dans le golfe du Bengale, au large de la côte indienne, un grand navire britannique avance, le Kent, un East Indiaman de la Compagnie des Indes orientales, un bâtiment imposant, chargé, armé, avec à bord des passagers, des soldats, des employés, un navire qui incarne la puissance commerciale britannique. Un navire qui, sur le papier, ne devrait pas craindre une corvette corsaire, Surcouf le repère. Et là, tout se joue dans ce que les récits de mer appellent l'approche. L'approche, c'est la partie la plus froide, la plus calculée. On ne tire pas, on ne crie pas, on manœuvre, on se place, on jauge le vent, on regarde la silhouette, la coupe des voiles, la manière dont le navire répond. On cherche les signes, discipline ou désordre, confiance ou nervosité. On décide du pavillon qu'on montrera et du moment où on le changera. La confiance est plus petite, plus légère, plus vive. Le Kent est plus haut, plus lourd, plus riche et plus lent à décider. Surcouf sait qu'il ne gagnera pas en échangeant des bordées à distance pendant des heures. Il sait aussi qu'un East Indiaman, même armé, a souvent un point faible. Son équipage n'est pas une troupe de combat entraînée à la manœuvre sous le feu comme une frégate de la Royal Navy. Il y a des marins, oui, il y a des canonniers, parfois. Mais il y a aussi des passagers, des soldats qui ne sont pas à leur place sur un pont encombré, des hommes qui n'ont pas l'habitude, de la fumée, du bruit, du bois qui éclate. Alors Surcouf fait ce qu'il sait faire, il réduit le combat à une décision, il cherche l'abordage. L'abordage, c'est brutal, mais c'est rapide. Et la rapidité, c'est la survie du corsaire. Quand les premiers coups partent, ce n'est pas une symphonie héroïque, c'est un chaos organisé. La fumée de poudre qui pique les yeux, qui colle à la gorge, les ordres qu'on hurle parce que le vent emporte les voix, les cordages qui claquent, les hommes qui glissent sur un pont humide, les canons qui reculent, qu'on repousse, qu'on recharge à la hâte, les éclats de bois qui deviennent des lames, et au milieu cette idée fixe, accrocher, saisir, monter, Surcouf mène l'assaut. Il faut être vu encore et toujours. Un capitaine corsaire qui reste en arrière perd son équipage. Il perd l'élan. Il perd la peur qu'il inspire à l'ennemi. Il faut que les hommes le voient franchir, sabre ou pistolet en main, parce que l'abordage est une contagion. Si les premiers hésitent, tout s'arrête. Si les premiers passent, les autres suivent. Le Kent résiste. Il a des canons, il a des hommes, il a l'orgueil d'un navire qui se croit supérieur. Mais l'orgueil en mer se brise sur un détail, la confusion. Un East Indiaman n'est pas conçu pour un combat d'abordage mené par des hommes qui vivent de ça. Les ponts sont encombrés, les passagers paniquent, les ordres se contredisent. Et Surcouf, lui, a une équipe qui sait exactement pourquoi elle est là. Pour prendre, pas pour prouver. La prise du Kent est un choc. Un de ces événements qui, dans une guerre, valent plus que leur valeur matérielle. Parce qu'ils deviennent un récit, parce qu'ils deviennent une preuve que la puissance britannique peut être humiliée par un bâtiment plus petit, par une audace mieux placée, par une tactique plus tranchante, parce qu'ils deviennent une rumeur qui voyage plus vite que les navires. À Port-Louis, quand la nouvelle arrive, elle ne reste pas une nouvelle. Elle devient une onde. On la répète dans les tavernes, sur les quais, dans les bureaux. On la répète en changeant les détails, en grossissant les chiffres, en ajoutant des phrases qu'on aurait voulu entendre. On la répète parce qu'elle nourrit tout le monde. L'orgueil des colons, l'appétit des armateurs, la confiance des équipages, la peur des marchands britanniques. Mais la mer ne donne jamais sans reprendre. Capturer un navire comme le Kent, ce n'est pas seulement gagner un combat,
C'est hériter d'un problème immense. Il faut sécuriser la prise. Il faut y mettre un équipage de prise, donc détacher des hommes de la confiance. Il faut gérer les prisonniers, les passagers, les blessés. Il faut éviter l'incendie, éviter le sabotage, éviter la mutinerie. Il faut ramener ce monstre de bois et de toile vers une base française, à travers des eaux où la Royal Navy, désormais alertée, va chercher à reprendre ce qui lui appartient. Et puis il y a l'autre bataille, celle qui commence quand on jette l'ancre, le tribunal des prises, les inventaires, les scellés, les estimations, les contestations, les parts, les avances, les dettes, les promesses. La prise sur le pont est un fait, la prise sur le papier est une construction, et cette construction peut s'effondrer si un détail cloche, une date mal notée, une position contestée, un document manquant, une cargaison dont la propriété est ambiguë, un passager qui affirme que tel coffre est privé, un armateur qui réclame plus, un officier qui soupçonne une irrégularité. Le papier décide du destin encore, il décide si la prise est validée, si elle est vendue, si l'argent est distribué, il décide si Surcouf est un héros utile ou un gêneur encombrant, il décide si l'équipage rentre riche ou furieux, et un équipage furieux dans un port colonial c'est une poudrière. Surcouf à ce stade n'est pas naïf. Il sait que la gloire attire les mains qui applaudissent et les mains qui prennent. Il sait que les armateurs veulent leur retour, que l'administration veut sa part, que les autorités veulent contrôler le récit. Il sait aussi que ses ennemis ne sont pas seulement britanniques, ils sont parfois français, des rivaux corsaires jaloux, des officiers de la marine qui méprisent ses capitaines privés, des administrateurs qui voient dans la course un désordre permanent, des hommes qui n'aiment pas qu'un individu, par son audace, devienne plus visible que l'État. La célébrité dans ce monde n'est pas un confort, c'est une exposition. Et pourtant Surcouf en joue. Il comprend que la réputation est une arme stratégique. Un nom qui fait peur peut éviter un combat. Un nom qui circule peut faire hésiter un capitaine marchand. Un nom qui devient légende peut coûter cher à l'ennemi sans tirer un coup de canon, en prime d'assurance, en retard, en escorte supplémentaire. La guerre moderne déjà se gagne aussi dans les comptes. Les Britanniques, eux, ne restent pas immobiles. La capture du Kent n'est pas seulement une perte financière, c'est une humiliation. Et l'humiliation dans un empire commercial est un poison. Elle oblige à réagir, on renforce les patrouilles, on réorganise les convois, on donne des ordres plus stricts, on cherche à identifier les corsaires, à connaître leurs bâtiments, leurs habitudes, leurs zones de chasse. On veut les coincer, alors la chasse devient plus dangereuse, plus serrée, les routes se ferment, les occasions se raréfient, et quand les occasions se raréfient, la tentation grandit de forcer le destin, de saisir un navire dont les papiers sont douteux, de pousser un peu plus loin l'interprétation de la légalité, de se dire que de toute façon l'ennemi fait pareil. C'est là que la frontière entre guerre légale et piraterie devient une ligne de brume, une ligne qu'on traverse parfois sans s'en rendre compte, parce qu'on est pressé, parce qu'on est loin, parce qu'on a des hommes à payer, parce qu'on a promis des parts, parce qu'on a un navire à entretenir, parce que la colonie vit de ses prises, et que, sans prise, tout s'écroule. Surcouf, dans ces années, est un maître de cette brume. Il sait jusqu'où aller. Il sait aussi quand reculer, mais il ne supporte pas qu'on lui dicte la limite depuis un bureau. Il a l'orgueil du praticien, celui qui a vu la mer, qui a senti la poudre, qui a compté les morts. Il estime que ceux qui n'ont pas été là ne comprennent pas, et cette tension éclate dans les contentieux. Les procès de prise ne sont pas des formalités, ce sont des combats. On y plaide, on y accuse, on y défend. On y produit des journaux de bord, des témoignages, des copies de lettres de marque, des manifestes de cargaison. On y discute de la nationalité réelle d'un navire, de la propriété d'une marchandise, de la validité d'un pavillon. On y soupèse des mots comme on soupèse des lingots. Dans un port comme Port-Louis, ces procès sont aussi des luttes de pouvoir. Qui contrôle le tribunal contrôle une partie de l'économie. Qui influence les jugements influence les fortunes. Et Surcouf, parce qu'il rapporte gros, devient un enjeu. On veut l'avoir avec soi, on veut le canaliser, on veut le faire rentrer dans une discipline. Mais Surcouf n'est pas un officier de carrière. Il n'a pas été façonné pour obéir sans discuter. Il a été façonné pour décider vite. Et quand on décide vite en mer, on prend l'habitude de ne pas demander la permission. Sa gloire franchit l'océan. Elle arrive en métropole sous forme de récits, de gazettes, de lettres. La France, qui se bat contre l'Angleterre sur tous les fronts, a besoin de figures. Elle a besoin de victoires racontables. La course fournit ces victoires-là, des coups d'audace, des prises spectaculaires, des humiliations infligées au commerce britannique. Surcouf devient un nom utile, un nom qu'on peut brandir,
mais un nom utile est aussi un nom qu'on veut posséder. À mesure que l'Empire se met en place, la guerre se rationalise. On veut des résultats, on veut des chiffres, on veut des effets sur l'économie ennemie, on veut que la course serve une stratégie globale, et la stratégie globale, elle, n'aime pas l'indépendance. Elle n'aime pas les capitaines qui choisissent leur proie selon leur intérêt immédiat. Elle préfère des opérations coordonnées, des objectifs définis, des zones assignées. Surcouf, lui, reste fidèle à sa logique, frapper là où ça fait mal quand l'occasion se présente. Il n'est pas un théoricien, mais il a une intuition très moderne. L'Angleterre est une puissance maritime parce qu'elle est une puissance commerciale. Toucher le commerce, c'est toucher la guerre. Toucher la guerre, c'est toucher la politique. Et toucher la politique, c'est parfois plus efficace que de couler un navire de ligne. Cette intuition le rend précieux. Elle le rend aussi suspect, parce qu'un homme qui comprend trop bien les mécanismes peut être tenté de les utiliser pour lui-même. Et Surcouf ne cache pas son goût pour l'argent. Il ne le maquille pas en vertu. Il sait que la course est une entreprise privée. Il sait que ces hommes risquent leur peau pour une part. Il sait que les armateurs investissent pour un retour. Il sait que la gloire, sans fortune, est une monnaie qui ne nourrit pas. Alors il réclame, il négocie, il se bat sur le papier comme il s'est battu sur le pont. Et parfois, il se heurte à des murs, des lenteurs administratives, des décisions qui lui semblent injustes, des rivalités qui cherchent à le diminuer. Dans ces frictions, on voit l'envers de la légende. Le corsaire héroïque, dans les récits, est un homme libre. Dans la réalité, il est pris dans un filet de dépendance. Dépendance aux armateurs, dépendance aux tribunaux, dépendance aux autorités coloniales, dépendance à la lettre de marque, dépendance à la disponibilité des hommes, dépendance au stock de poudre et de toile. La liberté du corsaire est une liberté conditionnelle. Elle tient à un sceau. Et pendant que Surcouf se débat avec ces conditions, la mer change. Pas la mer physique, mais la mer stratégique. La Royal Navy, au début des années 1800, renforce sa présence. Les guerres reprennent, se transforment, s'intensifient. Les Britanniques comprennent que l'île de France et l'île Bourbon ne sont pas seulement des colonies françaises, ce sont des bases de nuisance. Des nids d'où partent des corsaires qui saignent le commerce. Alors ils serrent l'étau. Ils multiplient les croisières. Ils surveillent les routes. Ils cherchent à intercepter les corsaires au retour, quand ils sont alourdis par une prise, quand ils ont des prisonniers, quand ils sont fatigués, quand leurs voiles sont usées, quand leurs hommes sont épuisés. La chasse devient un jeu de patience. Un jeu où l'erreur ne pardonne pas. Un corsaire qui se fait prendre n'est pas seulement un navire perdu, c'est un équipage capturé. C'est une campagne ruinée, c'est une réputation brisée, et c'est parfois une corde si l'ennemi décide de vous traiter comme un pirate. Surcouf, dans ce contexte, doit gérer quelque chose de plus difficile que le combat, la gestion de sa propre image. Parce que la légende attire les jeunes marins avides, mais elle attire aussi les espions, les informateurs, les ennemis. Elle attire les capitaines britanniques qui rêvent de le capturer pour se faire un nom. Elle attire les administrateurs qui veulent le contrôler. Elle attire les rivaux qui veulent le voir tomber, et elle attire les attentes. Un homme qui a pris le Kent ne peut plus revenir avec une prise médiocre sans qu'on murmure. Il ne peut plus rester au port sans qu'on l'accuse de paresse. Il ne peut plus refuser une campagne sans qu'on y voie une trahison. La gloire devient une dette. Dans les tavernes de Port-Louise, on parle de Surcouf comme d'un homme qui sait. On raconte ses manœuvres, ses ruses, ses abordages. On raconte aussi son caractère, sa dureté, son exigence. Sa manière de tenir un équipage. On raconte qu'il ne tolère pas l'indiscipline, qu'il punit vite, qu'il ne laisse pas la peur s'installer. On raconte qu'il est capable de calculer froidement, puis de se jeter dans la mêlée avec une violence fulgurante. On raconte tout parce que la rumeur est un carburant. Mais derrière la rumeur, il y a la réalité des corps, les blessures, les amputations, les fièvres. Les hommes qui reviennent avec des cicatrices qui ne se referment pas, les chirurgiens qui travaillent dans des entrepôts mal éclairés, avec des instruments qu'on rince à l'eau de mer, avec des linges qui manquent, avec des cris qu'on étouffe comme on peut. La course dans les récits est une aventure. Dans les cales, c'est une boucherie intermittente. Et pourtant, on repart. Parce que l'argent appelle, parce que la colonie a besoin de prises pour vivre, parce que les armateurs ont engagé des capitaux, parce que les hommes, même ceux qui ont vu l'horreur, préfèrent parfois risquer encore plutôt que retourner à la misère. Surcouf, lui, commence à regarder plus loin que la prochaine campagne. C'est là un autre paradoxe. L'homme de l'instant, celui qui décide en une minute d'aborder un géant, pense aussi à l'après. Il pense à la fortune, à l'investissement, à la possibilité de devenir armateur, de ne plus dépendre des autres, de transformer la course en capital.
Ils pensent à Saint-Malo, à la pierre, aux maisons, aux terres, à la respectabilité. Ils pensent à ce que la mer peut acheter. Mais pour acheter, il faut encaisser. Et pour encaisser, il faut que les prises soient validées. Encore le papier, toujours le papier. Chaque prise est donc suivie d'une bataille d'écriture. On rédige des procès-verbaux de capture. On décrit la position, la date, l'heure, le pavillon, la résistance. On liste la cargaison. On scelle les coffres. On inventorie les armes. On note les noms des officiers ennemis. On recueille des témoignages. On prépare la défense contre les contestations. On anticipe les arguments britanniques, navires neutres, cargaison appartenant à un tiers, capture hors zone, abus de pavillon, violence excessive. La guerre se poursuit dans les phrases. Surcouf apprend à parler ce langage. Il apprend à se protéger. Il apprend à faire en sorte que ses actions, parfois à la limite, puissent être présentées comme parfaitement conformes. Il apprend à transformer une décision prise dans la fumée en un récit propre, aligné, daté, signé. Il apprend à être, en plus d'un capitaine, un narrateur de lui-même. Et c'est là que la légende se fabrique. Pas seulement dans les combats, mais dans les dossiers, dans les copies qu'on envoie, dans les articles qu'on écrit, dans les récits qu'on embellit, dans les silences qu'on garde. L'Empire, de son côté, aime ses légendes. Il aime les hommes qui frappent l'Angleterre là où elle est vulnérable. Il aime les coups qui coûtent cher à l'ennemi sans coûter trop cher à l'État. La course est une guerre à crédit. Ce sont des capitaux privés qui financent l'effort et des prises qui remboursent. Pour un gouvernement en guerre permanente, c'est tentant. Mais cette tentation a un revers. Quand l'État s'appuie sur des privés, il doit accepter une part d'indiscipline. Et l'indiscipline, en temps de guerre, est une menace. Surcouf incarne cette menace autant qu'il incarne l'efficacité. Il est utile, mais il est difficile. Il est brillant, mais il est incontrôlable. Il sert la France, mais il sert aussi Surcouf. Dans les années qui suivent 1800, sa notoriété ne cesse de grandir. Elle grandit à l'Île-de-France, où son nom devient un argument pour recruter. Elle grandit en métropole, où l'on aime raconter qu'un Malouin a humilié la Compagnie des Indes. Elle grandit même chez l'ennemi, où l'on apprend à craindre ce capitaine qui surgit, frappe, disparaît. Et plus la notoriété grandit, plus les rivalités s'aiguisent. Les autres corsaires veulent leur part de gloire. Les armateurs veulent orienter ses choix. Les autorités veulent l'utiliser sans le laisser devenir trop puissant. Les officiers réguliers veulent rappeler que la guerre appartient à l'État, pas aux entrepreneurs de violence. Surcouf, dans ce maelstrom, doit faire ce qu'il a toujours fait. Choisir. Choisir ses alliances. Choisir ses campagnes. Choisir ses mots. Choisir quand se taire et quand frapper du poing sur une table. Il y a dans cette période une fatigue qui s'installe, pas une fatigue physique seulement, même si la mer use tout, les articulations, les dents, la peau, les nerfs. Une fatigue morale, celle de devoir se battre sur deux fronts, contre l'ennemi en mer et contre les lenteurs, les jalousies, les procédures à terre, celle de sentir que chaque victoire ouvre un nouveau dossier, un nouveau conflit, une nouvelle contestation. Et pourtant il continue parce que la course pour lui n'est pas seulement un métier, c'est une identité, c'est une manière d'être au monde. Un homme comme Surcouf ne se contente pas de naviguer. Il se mesure à l'Angleterre, à la mer, aux hommes, à la chance. Il se mesure aussi à l'idée qu'on se fait de lui. Dans les ports britanniques, on renforce les consignes. On rappelle aux capitaines marchands de ne pas s'éloigner des convois. On insiste sur la discipline des quarts. On recommande de se méfier des pavillons neutres. On décrit les corsaires français comme des prédateurs. Et dans ces descriptions, Surcouf devient un type, presque une catégorie. Le corsaire malouin, audacieux, rapide, dangereux. Ce qui est fascinant, c'est que cette peur britannique, en retour, nourrit la légende française. La peur de l'ennemi devient une preuve de grandeur. On aime savoir que l'autre tremble. On aime imaginer que quelque part un capitaine anglais regarde l'horizon avec une inquiétude nouvelle. On aime croire que la France, même privée de la maîtrise des mers, peut encore frapper. Mais la maîtrise des mers, justement, est le fond du problème. La course est efficace tant qu'il existe des interstices, tant que la Royal Navy ne peut pas tout verrouiller. Tant que les bases françaises tiennent, tant que les routes commerciales restent assez ouvertes pour qu'un corsaire puisse se glisser, surprendre, repartir. Or, au début des années 1800, ces interstices se réduisent. Le blocus britannique en Europe se renforce. Dans l'océan Indien, la pression augmente. Les Britanniques apprennent les mouillages, les passages, les habitudes. Ils envoient des forces plus adaptées. Ils coordonnent mieux. Ils veulent à terme supprimer la source du problème, les bases françaises elles-mêmes. Surcouf le sente. Il n'a pas besoin de lire des dépêches pour comprendre. Il suffit de regarder la rade, de voir les navires qui rentrent plus endommagés, de voir les prises qui se font plus rares.
de voir les équipages qui reviennent avec des récits de poursuites, de frégates aperçues, de nuits passées sans feu, de manœuvres désespérées pour échapper à une chasse. La course devient plus risquée, donc plus chère. Plus risquée, donc plus tentante aussi, parce que le risque fait monter la valeur de la réussite. Mais le risque, à un moment, dépasse la rentabilité. Et quand la rentabilité baisse, les armateurs hésitent. Ils demandent plus de garanties. Ils veulent des capitaines encore plus sûrs. Ils veulent des coups encore plus gros. Surcouf, avec le Kent derrière lui, est l'homme qu'on appelle pour ces coups-là. Mais un homme, même brillant, ne peut pas plier la mer à sa volonté. Il peut seulement jouer avec ses règles, et les règles, peu à peu, changent contre lui. Dans cette période d'apogée, on voit donc un Surcouf double. D'un côté, le capitaine victorieux, celui dont le nom circule comme une menace. De l'autre, l'homme pris dans les filets de la légalité, obligé de défendre ses actes, de justifier ses prises, de négocier ses parts, et de composer avec des autorités qui veulent à la fois l'exalter et le contenir. C'est une gloire sous surveillance. Et c'est peut-être là, dans cette contradiction, que se trouve la vérité de la course. Une violence autorisée, mais seulement tant qu'elle reste utile. Une violence célébrée, mais seulement tant qu'elle reste contrôlable. Une violence qui se prétend patriotique, mais qui se nourrit d'argent. Une violence qui se joue au canon, mais se décide au tribunal. Surcouf, au sommet, marche sur cette ligne comme on marche sur un pont mouillé, avec assurance, mais sans jamais oublier qu'une glissade peut tout faire basculer. Un jour, on vous salue comme un sauveur. Le lendemain, on vous traite comme un embarras. Un jour, un papier vous protège. Le lendemain, un autre papier vous condamne. Et pendant que les juges écrivent, pendant que les armateurs comptent, pendant que les rumeurs gonflent, l'océan Indien continue de respirer, immense, indifférent, les mêmes vents, les mêmes chaleurs, les mêmes nuits où l'horizon se confond avec la mer. Et quelque part, toujours, une voile apparaît, une silhouette, une promesse, une menace. Surcouf a bâti sa légende en saisissant ses silhouettes au bon moment. Mais plus il devient célèbre, plus chaque silhouette porte aussi l'ombre d'un piège. Parce que l'ennemi, désormais, ne cherche plus seulement à protéger ses cargaisons, il cherche à capturer un nom, à capturer Surcouf lui-même, à transformer le héros corsaire en trophée. La mer qui l'a fait peut aussi le défaire. Et l'Empire, qui aime ses victoires, n'aime pas ses scandales. Dans cette tension, l'apogée n'est jamais un plateau. C'est une crête. On y tient debout, mais on sent déjà le vent qui pousse vers la pente. La pente, justement, commence sans bruit. Pas avec un naufrage spectaculaire, pas avec une défaite nette, pas avec une balle perdue qui ferait basculer un destin. Non. La pente commence avec des détails qui s'accumulent, comme le sel sur une rambarde, comme la rouille sur un anneau de fer, comme ces petites avaries qu'on répare à la hâte parce qu'on a toujours mieux à faire que de s'occuper d'un bout de bois fendu. À Port-Louis, on voit d'abord les signes dans les yeux des armateurs. Ils continuent de parler fort, de promettre des armements, de jurer que la prochaine campagne sera la bonne. Mais ils regardent plus longtemps les chiffres. Ils demandent plus de garanties. Ils veulent des assurances, des clauses, des signatures. Ils veulent des papiers plus solides que les voiles. Et sur les quais, on entend d'autres signes. Les charpentiers de marine se plaignent du prix du bois. Les voiliers manquent de toile. La poudre arrive au compte-gouttes. Les hommes, eux, sont là, toujours là, mais ils ont appris à compter. Ils savent que la mer ne paie pas à chaque voyage. Ils savent que la prise parfois se transforme en procès, et qu'un procès, c'est une cale vide. La Royal Navy, pendant ce temps, ne se contente plus de réagir. Elle organise, elle quadrille, elle apprend. Elle met des noms sur des silhouettes, elle met des habitudes sur des routes, elle met des horaires sur des vents. L'océan Indien, qui semblait offrir l'infini, devient une carte de plus en plus serrée, avec des zones dangereuses, des passages surveillés, des mouillages suspects. Les Britanniques ne peuvent pas être partout, c'est vrai, mais ils peuvent être là où ça compte, là où les corsaires doivent passer pour rentrer, là où les prises, lourdes et lentes, deviennent vulnérables. Et puis il y a un autre verrou, plus discret encore, l'île de France elle-même. Cette base, ce refuge, ce marché, ce tribunal, ce lieu où l'on transforme la violence en argent, tant que Port-Louis tient, la course respire. Tant que Port-Louis tient, on peut réparer, recruter, vendre, juger, repartir. Mais si Port-Louis tombe, la course dans l'océan Indien devient une errance, une fuite, une piraterie au sens le plus brut parce qu'elle n'a plus de port pour la légaliser. Surcouf le comprend avant beaucoup d'autres, parce qu'il a toujours eu ce sens du concret. Il n'a jamais été un homme de slogan, il est un homme de logistique, de temps, de distance, de vent. Et il sait qu'une guerre de course n'est pas seulement une affaire de courage, c'est une affaire de base arrière. Sans base, pas de prise validée. Sans prise validée, pas de part. Sans part, pas d'équipage. Sans équipage, pas de corsaire.
Tout tient à une chaîne. Et une chaîne, ça casse au maillon le plus administratif. Alors Surcouf, au lieu de s'entêter à courir après une mer qui se ferme, commence à faire ce que font les marins intelligents quand ils sentent le changement. Ils se préparent à terre, ils se préparent à l'après. Ils se préparent à ce moment où la lettre de marque, ce talisman de papier, ne vaudra plus grand-chose face à une domination britannique, devenue presque totale sur les routes. Il y a dans cette transition quelque chose de profondément malouin. Saint-Malo n'a jamais été seulement un nid de capitaines. C'est une ville de comptes, une ville de contrats, une ville où l'on sait que la mer est une loterie et que la vraie victoire, c'est de transformer un coup de chance en patrimoine. Les corsaires malouins, depuis des générations, ont cette obsession. Rentrer avec de quoi acheter de la pierre, de quoi acheter du temps, de quoi acheter une place dans la société qui, elle, ne tangue pas au rythme des vagues. Surcouf n'échappe pas à cette logique. Il a goûté à la gloire, il a goûté à l'argent, il a goûté à cette sensation unique d'être un homme dont le nom circule d'un port à l'autre comme une menace, mais il a aussi goûté à l'autre face, les procès, les jalousies, les lenteurs, les décisions arbitraires, les autorités qui vous applaudissent un jour et vous soupçonnent le lendemain. À un moment, même un homme comme lui peut se dire que la mer est un terrain trop instable pour y bâtir toute une vie. Il revient donc en métropole, et ce retour n'a rien d'un simple voyage. C'est un changement de décor, mais aussi de règles. En France, la guerre est partout, mais elle est plus encadrée. Les bureaux sont plus lourds, les hiérarchies plus rigides, les rivalités plus politiques. Et surtout, la course vue de Paris n'a pas la même couleur que vue de Port-Louis. À Paris, on aime les corsaires tant qu'ils servent le récit, tant qu'ils servent l'idée d'une France qui frappe l'Angleterre malgré l'infériorité navale, mais on les aime moins quand ils réclament, quand ils contestent, quand ils exigent qu'on respecte leur part, leurs contrats, leurs droits. Surcouf, lui, n'a jamais été un homme à se contenter d'une médaille et d'un compliment. Il veut que les chiffres suivent les mots. Il veut que la reconnaissance se traduise en décisions concrètes. Et là encore, le papier revient. Toujours. Les jugements de prise, les certificats, les attestations, les correspondances. La guerre pour lui continue à se jouer dans des dossiers. Il y a aussi dans ces années une transformation plus large. La guerre économique devient une obsession impériale. Napoléon veut étouffer l'Angleterre par le continent, par le blocus, par les décrets, par la fermeture des marchés. La mer, dominée par la Royal Navy, est un espace où la France ne peut pas imposer sa loi comme elle le voudrait. Alors la course reste un outil, mais un outil secondaire, un outil opportuniste. Et un outil opportuniste, on le jette quand il devient trop coûteux, trop incontrôlable, trop embarrassant. Surcouf, qui a toujours navigué sur la frontière entre l'utile et l'inacceptable, sans que cette frontière se déplace. Ce qui était toléré hier devient suspect aujourd'hui. Ce qui était célébré hier devient discuté aujourd'hui. Et ce déplacement, il est fatal à ceux qui vivent de la marge. Pendant ce temps, dans l'océan Indien, la pression britannique monte encore. Les Britanniques ne veulent plus seulement limiter les dégâts, ils veulent supprimer la source. Ils veulent prendre les îles, ils veulent fermer les ports. Ils veulent transformer l'océan Indien en autoroute impériale, sans embuscade, sans surprise, sans ces corvettes nerveuses qui surgissent comme des requins. L'année 1810 arrive comme une lame. La prise de l'île de France par les Britanniques n'est pas seulement un événement militaire, c'est un événement économique, un événement juridique, un événement psychologique. C'est la fermeture d'un monde. On peut imaginer Port-Louis à ce moment-là. La chaleur lourde, les odeurs de goudron et de sucre, les entrepôts pleins de marchandises qui attendent d'être vendues, les tavernes où l'on parle trop fort pour couvrir l'inquiétude. On peut imaginer les corsaires au mouillage, ces navires qui ont vécu de la vitesse et de l'audace, soudain coincés dans une rade, où l'ennemi peut apparaître à l'horizon avec une force supérieure. On peut imaginer les papiers, encore, les coffres de documents, les lettres de marque, les contrats d'armement, les jugements en cours, tout ce qui faisait tenir l'économie de la course, menacé de devenir inutile du jour au lendemain. Quand une base tombe, ce ne sont pas seulement des canons qu'on perd, ce sont des habitudes, des réseaux, des complicités, des circuits de vente, des tribunaux, des notaires, des interprètes, des hommes qui savaient comment transformer une prise en argent. Tout cela disparaît ou passe à l'ennemi. Et l'ennemi, lui, ne se contente pas de prendre des forts. Il prend des archives, il prend des listes, il prend des noms, il prend des preuves, il prend des traces. Dans une guerre de course, les traces sont dangereuses. Elles peuvent servir à poursuivre, à confisquer, à ruiner, à discréditer. Elles peuvent transformer un corsaire en pirate, un armateur en rustler, un notable en criminel. Surcouf, à ce moment-là, n'est plus au cœur de ce théâtre comme il l'a été, et c'est peut-être ce qui le sauve. Parce que ceux qui restent,
Ceux qui s'accrochent à l'océan Indien après 1810 se retrouvent dans une situation impossible. Comment? Continuer la course sans port sûr, sans tribunal favorable, sans marché pour écouler les prises, sous la surveillance d'une Royal Navy désormais maîtresse des points clés? La course devient une fuite en avant. Une activité qui ressemble de plus en plus à ce que l'Angleterre a toujours voulu y voir, une piraterie déguisée. Surcouf, lui, se replie sur ce qu'il sait faire d'autre, armer, investir, organiser. Il devient armateur. Et ce mot, armateur, a une sonorité presque tranquille, presque bourgeoise. Mais il ne faut pas s'y tromper. Armer un navire, c'est aussi une forme de guerre, une guerre de capitaux, une guerre de risques, une guerre de contrats. On ne monte pas un armement comme on achète une maison. Il faut choisir le bâtiment, le faire équiper, recruter un équipage, avancer des soldes, acheter des vivres, des armes, des voiles, des cordages. Il faut négocier des assurances, des parts, des conditions de partage. Il faut prévoir les pertes. Il faut accepter que la mer puisse tout avaler. Surcouf, avec son expérience, a un avantage immense. Il connaît la mer de l'intérieur. Il sait ce que vaut un capitaine. Il sait ce que vaut un second. Il sait ce que vaut un équipage. Il sait ce que vaut une coque. Il sait ce que vaut une voile. Il sait ce que vaut une information. Et surtout, il sait ce que vaut la peur. Il sait que la réputation d'un navire, d'un capitaine, d'un armateur peut influencer le comportement de l'ennemi, mais aussi celui des assureurs, des investisseurs, des autorités. Il devient donc un homme de Saint-Malo au sens plein. Un homme qui transforme l'aventure en entreprise, qui transforme le risque en calcul, qui transforme la violence en bilan. Mais même à terre, la mer ne le lâche pas. Elle est dans les conversations, dans les odeurs de goudron qui montent des chantiers, dans les cordages qu'on roule sur les quais, dans les récits qu'on échange au coin d'une rue. Saint-Malo, au début du XIXe siècle, est une ville qui vit encore au rythme des départs et des retours, même si la guerre a changé la donne. Les blocus, les contrôles, les crises, tout cela pèse. Et pourtant, on continue, parce que la mer est une habitude, presque une religion. Surcouf s'installe dans cette respectabilité sans devenir un homme doux. Il garde son caractère. Il garde cette dureté de capitaine qui a commandé dans la fumée et le sang. Il garde cette manière de trancher. Et il garde aussi, forcément, une part d'ombre, celle de l'homme qui a fait fortune dans une activité où la frontière entre le légal et l'illégal dépendait d'un sceau, d'un tribunal, d'un rapport de force. La fin des guerres napoléoniennes, en 1814-1815, achève de refermer la fenêtre. La course sans guerre n'est plus une arme, elle devient un crime. La lettre de marque sans ennemi officiel n'est plus un bouclier, elle devient un papier mort. Et les hommes qui vivaient de cette activité doivent se reconvertir ou disparaître. Pour Surcouf, la reconversion est déjà en cours. Il a des capitaux, il a un nom, il a des réseaux, il a une place dans la société malouine, il devient un notable. Et là encore, il faut entendre ce que cela signifie dans une ville comme Saint-Malo et ses environs. Être notable, c'est être visible, c'est être jugé, c'est être attendu, c'est être pris dans des obligations, c'est être un homme dont on parle, mais autrement, plus dans les tavernes de Port-Louis, mais dans les salons, dans les assemblées, dans les cercles où l'on décide des affaires locales. Et pourtant, la légende ne s'éteint pas. Elle se transforme, elle se polit, elle se raconte, elle se transmet. On aime les histoires de corsaires, surtout quand la guerre est finie, surtout quand le danger est passé, surtout quand on peut transformer la violence en roman national. On aime dire « il a fait trembler les Anglais ». On aime répéter la prise du Kent comme un symbole. On aime les phrases qui claquent, les répliques qu'on attribue, les gestes qu'on amplifie. Mais la légende, comme toujours, simplifie. Elle oublie les procès, elle oublie les contestations, elle oublie les dossiers, elle oublie les disputes de part, elle oublie les hommes blessés, les amputés, les veuves. Elle oublie les prises qui ont mal tourné, les campagnes sans résultat, les tensions avec l'administration. Elle oublie que la course, ce n'est pas seulement un duel héroïque, c'est une économie de prédation encadrée par des tribunaux. Et Surcouf, vivant, doit composer avec cette légende qui se fabrique autour de lui. Parce qu'une légende, c'est utile, mais c'est aussi dangereux. Utile pour la ville, pour le prestige, pour l'identité. Dangereux parce qu'elle attire les jalousies, les critiques, les questions sur l'origine de la fortune, sur la moralité des méthodes, sur la part de patriotisme et la part d'intérêt. Il y a dans la figure du corsaire devenu notable quelque chose qui dérange parce qu'il incarne une vérité que les sociétés aiment cacher. La guerre enrichit pas seulement les États, pas seulement les généraux. Elle enrichit aussi des entrepreneurs, des hommes qui savent transformer le chaos en opportunité. Et quand la paix revient, ces hommes doivent se faire accepter.
Ils doivent se faire pardonner, parfois, ou se faire admirer, ce qui est une autre manière de neutraliser la gêne. Surcouf, lui, n'est pas du genre à demander pardon. Il a servi la France à sa manière. Il a frappé l'ennemi là où il pouvait. Il a pris des risques que peu auraient pris. Il a gagné, il a perdu, il a survécu. Et il a compris, mieux que beaucoup, que la guerre moderne se joue sur les routes commerciales, sur les cargaisons, sur les assurances, sur les délais, sur les flux. Ce qu'il a fait dans l'océan Indien, ce n'est pas seulement une série de coups d'éclat, c'est une leçon de stratégie économique avant l'heure. Une leçon brutale, certes, une leçon qui sent la poudre et le sang, mais une leçon. Et pourtant, cette leçon a une limite. Elle dépend d'un contexte, elle dépend d'une fenêtre historique, elle dépend d'un moment où l'Angleterre n'a pas encore verrouillé totalement l'océan Indien, où les bases françaises existent encore, où les lettres de marque circulent, où les tribunaux de prise fonctionnent, où les armateurs investissent, où les équipages acceptent de risquer leur peau pour une part. Quand ce contexte disparaît, la méthode ne suffit plus, l'audace ne suffit plus, la réputation ne suffit plus. Même Surcouf, avec tout son talent, ne peut pas lutter contre une domination navale devenue structurelle. On peut harceler un empire, on peut le piquer, on peut le faire saigner, mais on ne peut pas, avec des moyens privés, renverser une maîtrise des mers. Alors il reste l'héritage. Et l'héritage, lui aussi, est une affaire de papier, des actes notariés, des propriétés, des investissements, des traces, des récits imprimés, des biographies, des articles, des souvenirs. Des objets peut-être, des armes, des portraits, des reliques de mer qu'on garde dans une maison de pierre comme on garde un morceau d'océan dans un cadre. Surcouf meurt à Saint-Servant en 1827. La date est nette, le lieu est précis. Mais ce qui meurt avec lui, ce n'est pas seulement un homme. C'est une époque qui s'éloigne. Une époque où un capitaine privé muni d'une lettre de marque pouvait devenir une terreur pour le commerce britannique à l'autre bout du monde. Une époque où la frontière entre corsaires et pirates se dessinait au gré des jugements, des alliances, des pavillons, des intérêts, et cette frontière, après lui, devient plus rigide. Le 19e siècle avance avec ses États plus puissants, ses marines plus organisées, ses règles internationales qui cherchent à encadrer, à limiter, à monopoliser la violence. La course, peu à peu, devient un souvenir, un folklore, une nostalgie. On la raconte comme on raconte les loups d'autrefois, avec frisson, avec admiration, avec une distance confortable. Mais si l'on regarde Surcouf sans cette distance, si l'on le regarde dans sa matière réelle, on voit un homme qui a vécu dans un monde où la morale se négociait au tribunal, où la légalité se prouvait par des documents, où la gloire dépendait d'un jugement de prise, où la fortune pouvait être annulée par une décision administrative, où la violence était à la fois célébrée et suspecte. Un homme qui a compris que sur mer, le canon ouvre la porte, mais que c'est le papier qui décide si vous avez le droit d'entrer. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend son héritage si ambigu, si fascinant, si durable, parce qu'il oblige à regarder la guerre autrement, pas seulement comme une affaire de bataille, de drapeaux, de héros, mais comme une affaire de route, de cargaison, de contrats, de tribunaux, une affaire où l'on peut être patriote et entrepreneur, où l'on peut être célébré et contesté, où l'on peut servir un pays tout en se servant soi-même. Surcouf, corsaire, armateur, notable, 3 vies en une. 3 vies tenues par la même corde tendue entre la mer et le papier, et cette corde, il l'a tirée jusqu'au bout, avec la force d'un homme qui n'a jamais aimé qu'on lui dise où s'arrête l'horizon.